l'actualité de la recherche en psychiatrie. Et le premier intervenant est Olivier Guillain. Olivier Guillain est professeur de psychiatrie au CHU et au CHS, à l'hôpital psychiatrique et à l'hôpital universitaire de Rouen. C'est un brillant collègue qui a un CV très particulièrement brillant et intéressant. Il a développé beaucoup des recherches dans le domaine de la neuropsychopharmacologie à New York, à Paris. Nous avons eu la chance d'être chef de clinique ensemble. Et maintenant, il dirige ce service universitaire avec beaucoup d'allant. Et donc, il va nous parler de la nécessité de proposer une médecine personnalisée. C'est ça, hein ? C'est cela. Voilà. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. Je pense que ces actions d'échange avec les personnes qui consultent dans nos services, leur entourage, sont extrêmement importantes. Et je voulais... vous avez une action extrêmement importante à faire. Vous avez vu, la Fondation Denis Kerr, c'est un outil qui permet aussi à la population de l'utiliser comme bras de levier pour que la santé mentale ne soit pas oubliée. Il faut que vous fassiez un véritable lobbying, que vous incitiez vos amis à donner à ce type de fondation. Madame Audélé-Laprune vous expliquera les modalités, mais c'est extrêmement important que la population s'empare des thématiques et explique que c'est important de focaliser une énergie importante sur des pathologies qui nous touchent tous, que ce soit nous-mêmes ou nos proches. Alors, le topo d'aujourd'hui, c'est un topo qui va vous expliquer ce que vont être les centres d'excellence thérapeutique que nous allons mettre en place au sein de l'Institut de psychiatrie, c'est-à-dire mettre à la disposition du public une médecine personnalisée. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine personnalisée en psychiatrie ? C'est donner à chaque personne le meilleur traitement. Bon, on pourrait penser que cela est assez évident, mais est-ce que chaque personne sur notre territoire est susceptible de recevoir le meilleur traitement à un instant donné ? Eh bien, la réponse, c'est très clairement non. Il y a des disparités régionales, territoriales qui sont extrêmement importantes. Et la médecine personnalisée, c'est également pouvoir mettre en place une décision médicale partagée, c'est-à-dire une vraie relation de partenariat entre le malade et son médecin. Alors qu'est-ce que ça implique tout ça ? Ça implique d'abord de pouvoir avoir un choix. C'est-à-dire que si on veut faire de la médecine personnalisée, eh bien ça veut dire qu'on puisse choisir entre différentes alternatives. Ça veut dire donc qu'il doit y avoir plusieurs modalités de soins qui soient facilement accessibles lorsqu'il y a une problématique. Et ça veut également dire que si on veut avoir le meilleur traitement pour chaque personne, eh bien ça veut dire avoir accès à l'innovation et aux résultats de la recherche. Alors, pourquoi je centre mon propos sur les troubles de l'humeur ? Eh bien parce que les troubles de l'humeur, ce sont les pathologies les plus fréquentes que nous avons à traiter dans le champ de la santé mentale. C'est 15% de la population générale. Nous avons en France 1,23 million de personnes qui sont en affection de longue durée pour un motif dit psychiatrique. Et les troubles de l'humeur représentent au sein de ces personnes environ 40%. C'est une mortalité élevée et une morbidité, c'est-à-dire conséquences pathologiques, difficultés induites par la maladie, qui est estimée en termes financiers de l'ordre de 800 millions d'euros, par exemple, pour les arrêts de travail. Donc des masses extrêmement importantes, tant en termes de nombre de personnes que de coûts pour la société. Et pourtant, des thérapeutiques qui sont certes difficiles, qui demandent une haute technicité, mais qui sont efficaces, puisque aujourd'hui, on peut affirmer que si on utilise toutes les stratégies qui sont à notre disposition,
nous avons environ 80% des patients qui sont en rémission, et nous verrons que pour ces 20%, il existe encore d'autres alternatives qui sont là du domaine de la recherche et qui vous explicitent l'intérêt que dans les centres où les gens sont traités, ils aient accès à l'innovation, puisque 20%, on ne peut pas dire non plus que ça soit marginal. La nécessité est également du côté de l'intérêt d'avoir des approches qui doivent être multimodales et utilisées à tous les temps de la maladie, puisque les troubles de l'humeur sont des troubles chroniques, pas forcément qu'on est tout le temps symptomatique, mais qui émergent à plusieurs moments de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est le paysage aujourd'hui? J'ai pris le paysage de l'hôpital dans lequel je travaille, mais en fin de compte, ça serait exactement la même chose où que ce soit. Je vais sur le portail du centre hospitalier du Rouvray, et qu'est-ce qu'on me dit? C'est de quel secteur dépendez-vous? On ne me demande pas si je suis dépressif, si je suis schizophrène, si je veux faire une psychothérapie, si je veux voir un médecin pour avoir des médicaments. On me demande où est-ce que vous habitez. Donc, c'est quand même une façon de voir la vie qui est assez étrange finalement. Hein. C'est vous venez pour vous faire soigner, on vous demande votre adresse. C'est pas intuitif, je trouve. Et les troubles de l'humeur, ça représente, et ça c'est un grand classique. Vous pouvez le faire, nous on l'avait fait dans notre établissement, mais c'est partout. C'est aussi au sein de l'hôpital, ça l'est dans la population générale comme on vient de le voir, mais au sein de l'hôpital, ça représente aussi la majorité des gens. C'est 30% de ce qu'on appelle les files actives, donc du nombre de patients, mais c'est aussi 30% des hospitalisations. Et cette histoire-là de où est-ce que vous habitez, quoi, finalement, le secteur, eh bien, ça représente un modèle qui a été construit pour les pathologies qui généraient le plus de handicap chronique, c'est-à-dire la schizophrénie. Alors, nous, on a été regarder si on faisait bien ou si on faisait mal, avec l'hypothèse très claire qu'on faisait mal. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une interne qui était championne de triathlon. Bon, ça n'a pas été très utile pour moi, à part qu'elle m'a abîmé beaucoup des étudiants de médecine qui couraient après, mais surtout qui avait fait l'école des mines avant de faire médecine, et avant de faire médecine, elle a fait l'école des mines, puis après elle a travaillé dans l'industrie, et elle était logisticienne, et donc c'était une spécialiste des flux et de toute la mathématique des flux. Et donc, pour son travail de thèse et de mémoire, elle m'a dit « C'est super ton idée, là, qu'on prouve, moi je vais te le faire, mais de façon vraiment bien, on va regarder si nos flux de patients, si on les soigne correctement. » Alors d'abord, on a regardé tout bêtement ce qu'on faisait, on a pris le plus petit centre médico-psychologique qu'on avait. Vous voyez, il n'y a que 411 patients qui sont suivis, puis on a regardé si effectivement, les troubles de l'humeur étaient prépondérants dans cette file active. Et qu'est-ce qu'on voit? Oui, effectivement, hein, les troubles de l'humeur, c'est EDM et troubles bipolaires, ça représente 30% du nombre de patients. Puis on a regardé si ils représentaient aussi en temps de médecin, plus, moins, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils représentent aussi 32% du temps de médecin qui est utilisé pour ces gens-là. Bon, on pourrait se dire 30-30, c'est logique. Alors on se dit c'est pas du tout logique, et c'est là que les mathématiques sont rentrées en compte. Eh bien, elle a fait une modélisation de ce que nous devrions faire, en partant sur une analyse critique et approfondie de la littérature qui nous indique globalement que quand les gens vont pas bien, on les voit souvent, et quand ils vont bien, on les voit moins souvent, ce qui est assez logique. Alors pourquoi on les voit souvent? On les voit souvent parce qu'il faut qu'on ait une action proactive, c'est-à-dire d'adaptation du traitement, d'aide par rapport à des idées suicidaires, etc. Et donc, elle a construit finalement l'algorithme qui permet de prédire que dans une proportion de patients, sur un groupe de patients, eh bien, je dois générer un certain travail. C'est-à-dire que j'ai des patients qui vont bien, qui sont un tel nombre, des patients qui vont très mal, qui vont être un autre nombre, et qui chacun vont gérer du temps médical. Elle l'a fait pour l'ensemble des troubles, que ce soit la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, les autres pathologies. Et elle a comparé ça avec ce que l'on faisait.
Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Ben, si on prend la schizophrénie, qui est au milieu, là, parfait. Visiblement, le modèle et la réalité coïncident parfaitement. Effectivement, ces centres médico-psychologiques, ils ont été faits pour ça. Si on regarde pour ce groupe-là, qui sont les troubles de la personnalité, ça a l'air de correspondre. Ce qu'on a appelé autres, alors c'est beaucoup des troubles addictifs, ça a l'air de correspondre. Mais alors pour les troubles de l'humeur, eh bien, visiblement, on utilise du temps de médecin 2 fois moins que ce que l'on devrait. Et puis, on n'a strictement aucune flexibilité, ce qui est totalement absurde dans un trouble où les gens vont bien, mal, très mal, et redeviennent bien, mal, très mal. Eh bien, on ne sait pas s'adapter dans ce genre d'organisation à l'évolution sur le temps de leur trouble. Puis elle a modélisé, après, est-ce que ça aurait un effet sur le temps pour obtenir l'amélioration des troubles, c'est-à-dire la rémission, c'est-à-dire je vais parfaitement bien, je n'ai plus de symptômes. Bien, on voit que si on a une attitude et une organisation qui permet que les gens soient vus fréquemment, qu'on réadapte leur traitement fréquemment, eh bien la durée des épisodes est de l'ordre de 3 mois, alors que si on fait comme d'habitude, eh bien on est plus de l'ordre de 9 mois. Alors 3 versus 9, à l'échelon individuel, c'est énorme. Je suis en totale incapacité pendant 9 mois versus je vais mieux au bout de 3 mois, ça fait quand même 6 mois de différence, une demi-année. Donc en termes de souffrance, en termes d'incapacité de travail, etc., c'est énorme. Et pour la société, ça l'est tout autant. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, alors on va changer notre paradigme, ça ne correspond absolument pas dans la prise en charge des troubles de l'humeur. Alors on était très contents. En fin de compte, si on est profondément honnête, on a d'abord fait les choses, puis après on a vérifié, mais ça c'est la vie. L'intuition était qu'il fallait qu'on fasse comme ça, et puis Emeline nous a fait le travail mathématique. Elle l'a fait au niveau d'un CMP, mais après elle a construit un CMP virtuel qui est le CMP de notre hôpital, pour voir s'il y avait des CMP qui fonctionnaient mieux que d'autres. Bon, ce n'est pas le cas. Et alors là, les résultats sont encore plus intéressants. Et donc, on a ouvert un service qui s'appelle START. START comme un nouveau départ. START, c'est le service de traitement à vocation régionale des troubles thymiques qui a pour objet de prendre en charge les gens avec des troubles thymiques, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, de la dépression, des troubles bipolaires, qui sont complexes ou chroniques, en ayant pour objectif de proposer une médecine qui soit personnalisée, c'est-à-dire avec des prises en charge qui sont multimodales et qui soit pour, en partie en tout cas, une alternative vraie à l'hospitalisation. Alors, dans l'idée de faire une médecine personnalisée, on s'est dit, on va avoir des patients qui vont arriver à différents stades évolutifs, à différents stades de difficulté au sein de ce service, et donc il faut qu'on ait des séquences thérapeutiques qui soient différentes. Donc on a décrit 3 phases. Une phase aiguë, c'est les patients sont ultra symptomatiques, la plupart du temps ils devraient être hospitalisés. Une phase d'amélioration et de consolidation, et une phase de résolution des symptômes persistants. Et à chacune de ces phases, les professionnels qui vont être impliqués vont être assez différents. Par exemple, à la phase aiguë, l'activité médicale va être extrêmement importante, associée avec des infirmiers qui vont être là essentiellement pour faire du support, du conseil et de l'accompagnement. Dans la phase d'amélioration et de consolidation, le travail psychothérapeutique, de prise en charge des difficultés cognitives, là, va être beaucoup plus intensif. Et dans la phase de résolution, on va être plus à travailler, par exemple, sur de l'éducation thérapeutique pour la prévention de la rechute, sur de l'aide à la réinsertion dans le milieu professionnel. Et donc, nous devons avoir des professionnels qui sont différents en fonction des phases, mais qui soient tous au même endroit pour que les passages entre les différentes phases, entre les différents professionnels, soient beaucoup plus simples pour les gens, que les soins soient coordonnés.
Alors, qu'est-ce qu'on y propose? On y propose un projet individualisé, c'est-à-dire vraiment une médecine personnalisée, et en utilisant un panel large de techniques qu'on utilisera en fonction du stade évolutif du trouble, et puis aussi du choix du patient, du choix du médecin. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien, on voit qu'il y a de l'adaptation des thérapeutiques, de l'optimisation des traitements médicamenteux, qu'on a de la coordination avec des case managers qui vont suivre les patients tout au long de leur parcours, de la remédiation cognitive, l'utilisation des techniques d'électrostimulation, comme le sont la stimulation répétitive magnétique, comme le sont l'électroconvulsivothérapie, les ECT, comme le sont la TDCS, la stimulation à courant continu, c'est-à-dire qu'on ait tout le panel de ces techniques qui soient présentes, un gros axe sur des approches psychothérapeutiques qui sont toutes issues des thérapies cognitivo-comportementales, de l'éducation thérapeutique. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est une unité qui a ouvert il y a 6 mois, dont 2 mois pendant les vacances où il ne se passe rien parce qu'on ne donne pas les moyens que ça marche. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné des patients qui sont plutôt contents d'être là. Vous avez là des témoignages de patients qu'on a pris, c'est pas moi qui les ai écrits, ils sont réels, et qui ont été contents de venir. Alors, c'est bien que les gens soient contents, c'est déjà ça, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a pris des patients effectivement très sévères, on n'a pas pris des patients qui allaient très bien pour faire fonctionner notre système. C'est des patients qui sont autant bipolaires qu'unipolaires, qui ont beaucoup de comorbidités, qui viennent de l'ensemble de la région et qui sortent en rémission alors qu'ils étaient extrêmement graves dans une proportion qui est extrêmement importante, puisque pour les 40 premiers les 40 premiers patients, eh bien, il y en a 7 qui sont sortis en rémission au bout de leur prise en charge. Donc, c'est pour l'instant un succès. Et puis, ça facilite la recherche, parce que c'était aussi un objectif, et il faut qu'on amène l'innovation au plus près des patients, mais il faut aussi qu'on puisse avancer sur nos techniques. Et avancer sur nos techniques, en tout cas pour ce qui est des programmes de recherche thérapeutique, ça veut dire avoir accès aux patients pour pouvoir leur proposer de participer à la recherche. Il faudrait que j'aille plus vite, c'est ça? Non, 1 minute, parce que si tu veux qu'on te pose quelques questions... Mais bien entendu, c'est fini même. Voilà, donc, là, je vous ai donné l'exemple de programme de recherche. StigMagnet, ça c'est un programme qu'on porte nous-mêmes. STIM, c'est un programme du professeur Millet. Alors, eh bien, vous pouvez voir là qu'on a un taux d'inclusion qui est extrêmement élevé quand on le compare aux autres centres de France, mais c'est pas un hasard, c'est parce que c'est organisé pour et que ça fonctionne pour. Et puis, il y a des innovations, si on peut dire, en tout cas, des améliorations du service rendu qu'on a pu faire. C'est par exemple mettre en place les cures d'ECT, ce qu'on appelait dans le temps les électrochocs, ça a beaucoup progressé, c'est pas vraiment des chocs maintenant, en ambulatoire complet, c'est-à-dire que les gens n'ont plus du tout besoin d'être hospitalisés pour pouvoir bénéficier des ECT. Et puis on a toute une stratégie qui est en train d'être mise en place d'accompagnement vers le retour à l'emploi avec des ergothérapeutes qui vont sur le lieu de travail pour pouvoir améliorer la réinsertion dans les phases initiales. Et puis, on est en train de mettre en place des programmes de réalité virtuelle qui permettent aux gens de pouvoir en quelque sorte, réentraîner au retour vers le travail de façon simulée avant d'y aller. Voilà, donc tout ça, c'est bien beau, mais pour que ça marche, il faut se coordonner avec des tas de gens. Alors, vous avez là les gens qui travaillent justement sur cette unité qui s'appelle START, mais vous voyez que, par exemple, pour pouvoir avoir fait le travail qui nous a permis de concevoir l'outil, pas simplement de façon conceptuelle, mais à partir des données, grâce au travail d'Emeline Duhamel, il a fallu que
la direction de l'information médicale de l'hôpital s'y mette, que pour faire les techniques d'électrostimulation, pour donner de la kétamine aux gens, il faut s'entendre correctement avec les anesthésistes, que pour opérer les patients, pour leur mettre des électrodes, pour faire de la stimulation cérébrale profonde, il faut avoir des amis qui portent ce type de projet comme le professeur Bruno Millet, mais aussi un service de neurologie et de neurochirurgie. Il faut pouvoir faire de l'imagerie, il faut pouvoir faire de la génétique, et puis il faut avoir des financeurs. Alors nos financeurs, je les remercie, parce que c'est l'hôpital. L'hôpital nous a aidés, le CHU de Rouen nous a aidés, l'INSERM, la DGOS, la Fondation de Necker, la Fondation de l'Avenir et la Fondation Charles Nicolle. Et je vous remercie de votre attention.